Et bonjour tout le monde. Salut, comment ça va? Comme un lundi. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue. On commence la semaine ensemble. C'est un peu dur, je vous cache pas, hein, le lundi matin ça pique un peu. Alors, qui est là? Les habitués. Les habitués sont là. Orange Peak, salut Percy, salut J-Lob, Freebird, Exaltation, Bubule. Salut Zutrezut, salut Broccoli User, salut Medusa Media, bienvenue dans ce chat, première fois. Salut Meforo, Rico, Jean-Charles, Lubic, Bouton alias Camphivirus. On a tous les habitués, Totoma, salut Papanar, Brexander. Salut Blabla, salut Datasiam. Comment ça va ce matin? Est-ce que tout le monde a passé un bon week-end? Il fait chaud de bon matin. Eh oui, il fait très chaud. Je vous le confirme. Salut Meilleur Désespoir. Et en même temps, a priori, ça va être comme ça pour très longtemps. Salut pour prévenir mes gosses. Bienvenue. Comment ça, le 7-15 ne commence pas à 7-15? Ouais, c'est exceptionnel, hein, parce que normalement, d'habitude, je commence toujours à 7-15, mais alors pile. Mais là, j'avais un petit problème de micro qui fait que je règle. Salut Proudhon, bienvenue. Salut Onan. Salut Kenit. Bienvenue dans ce chat. Salut Cèdre1701. Alors, je ne sais pas s'il y a des nouveaux ce matin. Mais s'il y a des nouveaux, sachez qu'on est ensemble du lundi au jeudi, tous les matins à 7h15, pour une petite revue de presse critique des médias, comme on sait le faire chez Arrêt sur Image. Et voilà, vous posez des questions, j'essaye d'y répondre quand je sais. Quand je ne sais pas, je vous dis que je ne sais pas, et j'essaye de vous trouver la réponse pour le lendemain. Et on avance comme ça ensemble. Salut Proudhon, salut Bob Gamble, salut Bob le Bricolo, salut HQ Sanagi, bienvenue, bon réveil à tous. Très bon week-end, les U20 du rugby sont en finale de la Coupe du Monde. Eh bien, alors je suis ravi de l'apprendre car je n'ai pas du tout suivi, j'avoue, l'actualité rugbystique. Salut Kez, bon Kez, je vais t'appeler Kez, hein, c'est bien Kez. D'habitude je calme à France Inter le matin et j'écoute le 7-15 en replay, mais là j'ai voulu changer un peu. Eh bah, très bien. Écoute, j'espère que ça sera concluant. Salut Malika, bienvenue. Comment tu t'appelles? C'est vrai, comment je m'appelle? Je m'appelle Paul Aveline, je suis journaliste et rédacteur en chef adjoint chez Arrêt sur Image. Mais c'est une bonne question, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de... Peut-être que je ne dis pas assez pour les nouveaux. Salut Jepa, bienvenue. Voilà, je suis journaliste, rédacteur en chef adjoint d'Arrêt sur Image. Je présente l'émission d'Arrêt sur Image une semaine sur deux. Et voilà, et ça fait un peu plus de 2 ans et demi que je suis à Arrêt sur Image. Et presque 10 ans que je suis journaliste. Pas encore eu le temps de regarder l'émission de Nassira, j'espère la rattraper aujourd'hui. Alors elle est un peu longue l'émission de Nassira, mais elle est très très bien. 3 habitants de Nanterre qui discutent des suites de la mort de Naël et de comment on parle de leur ville partout dans les médias. De leur ville et puis de la banlieue plus généralement, et puis des problèmes et des rapports avec la police. Vraiment... très intéressant. Ça vaut vraiment le coup de prendre le temps de la regarder. Donc n'hésitez pas. Salut Véronica, bon lundi à toi aussi. Alors, comme la semaine dernière on a parlé de choses, bon, pas toujours très joyeuses. Ce matin je me suis dit qu'on allait commencer avec un sujet un peu léger. Mais rigolo parce que il en dit beaucoup sur nous les journalistes et comment on travaille et comment on trouve nos sujets. En l'occurrence, plutôt comment on ne trouve pas nos sujets. Non, on va pas parler de chevaux aujourd'hui. On va parler de... Ah, quoique, on va parler de 2 chevaux, mais bon, c'est pas pareil. Non, on va parler de saucisson, on va parler de Bob, on va parler de Napa Caro, et donc on va parler de Cochonou, bien sûr. Cochonou, pourquoi? Parce que, vous l'ignorez peut-être, mais peut-être pas, c'est le Tour de France en ce moment. Je ne sais pas s'il y a des fans de vélo dans le chat. Ça aurait pu être Fabien Roussel, ouais. Ça aurait pu être Fabien Roussel. Je ne sais pas s'il y a des fans de cyclisme dans le chat, mais donc c'est le Tour de France. Alors moi je vous le dis tout de suite, je ne suis pas fan de cyclisme, donc je ne vais pas me lancer dans des grands développements sur le Tour de France, puisque je n'y connais à peu près pas grand-chose en cyclisme. Mais je m'y connais en communication. Et ça... c'est ça qui nous intéresse ce matin. Je vous laisse la partie vélo dans le chat si vous voulez en discuter. Moi, je vais vous parler de communication et de Cochonou. Pourquoi Cochonou? Parce qu'il y a 3 ans, donc c'est vraiment pas nouveau du tout,
on faisait ce papier. Ce papier, donc, intitulé Tour de France, les journalistes sous le charme de Cochonou. Alors attendez, parce que j'ai un long message. Par ailleurs, je suis journaliste au Progrès et je trouve que l'émission de Nassira était vachement intéressante sur la manière de nommer les personnes révoltées, comment des mots comme émeutier et autres vocabulaires de flics pouvaient charrier tout un imaginaire colonial et comment on reprend de manière automatique les éléments de langage de la police quand on a le nez dans l'actualité. Eh bien oui, Médusa, on en a beaucoup parlé la semaine dernière. Je ne sais pas si tu nous suivais déjà à ce moment-là, mais en tout cas, mais je crois que oui. Mais voilà, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, évidemment, et on en reparlera probablement régulièrement. Mais en effet, dans l'émission, c'est longuement évoqué aussi. Donc, je vous disais, juillet-août 2020, pardon, je vais y arriver, il y a 3 ans donc, on fait ce papier, Tour de France, salut Jeff Bezos, bienvenue. Tour de France, les journalismes sous le charme de Cochonou. Et en fait, on avait fait ce papier, alors moi je n'étais pas là, 2020, mais ce qui était, en fait, c'était un papier qui était, ça c'est typique les papiers de l'été, c'est-à-dire que c'est amusant, c'est léger, et en même temps ça dit quelque chose de vrai sur le journalisme, et donc ça mérite que, en tout cas chez Arrêt sur Image, on s'y arrête. Et en fait, donc ces deux journalistes, alors le papier n'est pas signé en haut, il est signé en bas, ce qui est souvent le cas, mais je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne les connais pas, Alicia Blanchet et Younes Didier, mais c'est souvent le cas quand c'est des stagiaires qui font des papiers, stagiaires d'été. Mais peut-être pas, donc voilà, je ne dis pas de bêtises, je ne sais pas. Ce qui était intéressant, donc, ils écrivaient « Le Tour de France 2020 verra sans doute fleurir dans les médias à nouveau un certain type d'article, le reportage embedded dans la caravane publicitaire de Cochonou. Invité par la célèbre marque de saucisson, les journalistes montent régulièrement à bord des 2 chevaux customisés façon nappe de pique-nique pour livrer reportages et portraits des conducteurs, zoom sur un journalisme de promotion. » La 2 chevaux au carreau blanc et rouge de Cochonou, c'est une icône du Tour de France depuis 97, en plus d'attirer les foules chaque été sur les bords de la route en lançant ses milliers de goodies. Au bas d'eau, la célèbre marque de saucisson semble avoir les faveurs des médias depuis plusieurs semaines, au point que le reportage à bord de la caravane publicitaire préférée des Français, salut Aubé, bienvenue, 2 chevaux, camionnettes, limousines et berlines customisées façon 2 chevaux qui déambulent sous les ovations juste avant le coureur, est devenu un marronnier. Et donc, ce papier faisait la liste de tous les médias qui expérimentaient la caravane Cochonou. Donc, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait à la fois la presse écrite, la presse locale, mais aussi la presse nationale, et surtout tous avec un angle en fait inexistant, qui était on s'est baladé avec Cochonou dans la caravane du Tour, quoi. Et il n'y avait absolument aucun autre prétexte à cette balade. Et donc on voit que ça date d'il y a longtemps, hein, puisque déjà 2017, donc il y a 6 ans maintenant. Ici on a 2019. Bref, tous les ans, c'est le même cirque, quoi, avec la caravane Cochonou. Et alors, chose amusante, Loris Guémard, qui n'était encore que journaliste à Arrêt sur Image, était interviewé dans le papier. Parce que Loris, il a été localisé dans les Yvelines, journaliste local dans les Yvelines. Salut Kyle, bienvenue. Avant de bosser à Arrêt sur Image. Et donc il disait, c'est une pratique systématique. À chaque fois que le Tour passait dans les Yvelines ou qu'un conducteur yvelinois participait à la caravane des 2 chevaux de Cochonou, on recevait 1 ou 2 mails pour nous inviter. Je n'ai jamais été contacté par d'autres marques de la caravane du Tour. Chez Cochonou, ils sont très proactifs. Salut Barbax, bienvenue. Bienvenue dans le chat. Et donc, salut Swag Maggie, bienvenue. Et alors, du coup, évidemment, on a republié ce papier sur les réseaux sociaux ce week-end, parce que comme c'est le Tour de France, bref, c'est un papier qui est toujours valable. Médusa, ah bah tiens Médusa, dis-nous au Progrès comment ça se passe, si tu peux. Si tu peux nous dire au Progrès comment ça se passe. Est-ce que vous le faites aussi? On va regarder après. Si tu veux pas nous le dire, c'est pas grave. Au pire, on regardera. Alors donc, ce qui est intéressant, et donc du coup, évidemment, l'idée qui m'est venue ce week-end, c'est de me dire, bah tiens, je vais vérifier si c'est toujours le cas. Donc, j'ai fait tout bêtement, quoi? Une recherche Google, pardi. Moyen le plus efficace de trouver des articles. Et, clac, ça ne manque pas. Il y a toujours des immersions dans la caravane Cochonou. Alors, il y a des papiers
comme celui-ci de la Dordogne libre. Donc ça, c'est du très local. C'est plus même un diapo photo qu'autre chose. Aucune idée, je suis en poste depuis 2 semaines, je peine encore à retenir le nom de mes collègues. D'accord, ok. Mais au Courrier Picard, ça c'est déjà fait. Eh bah écoute, si jamais, dans un futur proche, tu entends parler de ça, n'hésite pas à nous faire signe. Comme ça, on le rajoutera dans notre petite revue de presse. Salut Harryman, bienvenue. Donc voilà, et alors ce qui est intéressant, c'est que c'est des papiers qui ont évidemment une valeur informative proche de 0, c'est-à-dire qu'en fait, on va lire celui-là dans le lit parce qu'il est assez intéressant, justement pour ça. Donc le titre, c'est « Dordogne, immersion dans la caravane Cochonou qui continue d'attirer les spectateurs ». Donc on a 3 photos, bref. À l'occasion de cette 8e étape du Tour de France, DL, donc Dordogne Libre, a eu la chance d'intégrer la caravane Cochonou et de parcourir une bonne partie de l'étape à l'intérieur de la limousine de la marque de saucisson. À son volant, Damien Conseil, bergeracois d'origine et qui sillonne les routes de France pour la 18e année de suite à bord de ses 2 chevaux allongés et réservés aux invités, nous prouve son amour pour la grande boucle qu'il a évoqué dans une interview à retrouver dans l'édition de Dordogne Libre du 5 juillet dernier. Alors déjà, il y a des choses intéressantes dans la formulation. Dordogne Libre a eu la chance d'intégrer la caravane Cochonou et de parcourir une bonne partie de l'étape à l'intérieur de la limousine. Bah non, en fait. C'est pas de la chance. Dordogne Libre a été invité par Cochonou. Cochonou est très 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 content que Dordogne Libre vienne dans la limousine de la marque de saucisson pour faire un reportage où Cochonou sera mentionné 72 fois, dont une fois dès le titre de l'article. Donc, dire que Dordogne Libre a eu la chance d'intégrer la caravane Cochonou, non. Cochonou a de la chance que Dordogne Libre ait accepté de venir. Déjà, première chose. Ensuite, Elia, je suis en retard, désolé, bonjour tout le monde. Bah, on a remarqué que t'étais en retard. On n'a rien dit, on l'a gardé pour nous, mais on est très content que tu sois venu même en retard quand même. Combien ça leur coûte à Cochonou de participer au tour en tant que caravanard? C'est une excellente question à laquelle je n'ai pas la réponse. Je suis pas sûr que ça soit public par ailleurs. Je peux regarder rapidement, mais honnêtement, j'en doute. Hein. Ça doit être des contrats de sponsoring qui sont sinon secret défense, en tout cas, oui, je pense secret. Alors, j'ai un truc de 2013, j'ai un papier de 2013. Pour figurer dans la caravane, il faut compter minimum 200 000 €. Donc ça doit être je pense, le prix du sponsoring. Et ensuite, il faut évidemment rajouter le personnel, le prix des voitures, etc., etc., etc. Donc, c'est pas si cher en vrai, j'avoue. Alors bon, encore une fois, je pense que c'est le minimum. C'est-à-dire qu'à mon avis, ça c'est si vous voulez peut-être une voiture et lancer 3 t-shirts, quoi. Peut-être que Cochonou, c'est beaucoup plus quand même. J'imagine. Parce que pour le coup, Cochonou, ils sont quand même partout. Ouais, comme dit Jafso, c'est pas grand-chose, 200 000 €, ça me paraît pas énorme non plus. Donc je reprends mon papier de la Dordogne Libre. Donc, âgé de 48 ans, Damien Conseil, affectueusement appelé Daminou, c'est mignon Daminou, par tous les autres participants de la caravane, est un peu considéré comme le tonton de cette grande famille qui va passer 3 semaines ensemble sans jamais se lâcher. Au départ de Libourne, les bises, les accolades et les rires s'échangent entre chacun. Oui, Elia, on parle de Cochonou qui arrive à se faire une place dans tous les médias à chaque fois pendant le Tour de France. Parce qu'en fait, ils envoient des communiqués de presse avant, et tous les médias viennent faire un tour dans la caravane Cochonou en nous racontant à quel point c'est génial d'être dans la caravane Cochonou, et en mentionnant bien Cochonou dans le titre, dans l'accroche et dans chaque paragraphe du papier consacré à la caravane Cochonou. Donc là, la Dordogne Libre arrive même à nous parler de la caravane Chris, donc une autre caravane. Et même dans la matinale d'Asie, Cochonou arrive. Bah oui, là, on va bien parler de. Je vais vous dire, je vais mentionner Cochonou un paquet de fois ce matin. Donc, non, ce qui est intéressant dans ce papier de la Dordogne Libre, c'est qu'en fait, ça ne nous raconte rien du tout, à part le début de la matinée de la caravane Cochonou. Donc, on nous raconte les talkie-walkie,
on nous raconte comment ils jettent les t-shirts, comment ils jettent les bobs, mais en fait, ça ne raconte rien. C'est-à-dire qu'on se dit, mais pourquoi ne pas plutôt aller sur le bord de la route et parler aux gens, quoi? Quitte à faire un reportage sur le Tour de France, moi je préférerais le lire. Pourquoi les gens... Typiquement, moi je n'y connais pas grand-chose en cyclisme, donc j'avoue que c'est une passion que je n'ai pas. Je comprends qu'on soit passionné de cyclisme, mais du coup moi je préférerais lire ce que les gens ont à dire sur le bord de la route plutôt que de savoir que Damien est le chauffeur de chevaux Cochonou est surnommé Daminou, quoi. M'intéresse pas des masses. Akarakir, bienvenue. Akarakir, pardon, bienvenue. Salut. Jeff So, t'as pris combien pour en parler? Bah, j'aimerais bien être payé en saucisson. Donc, ça, c'était la Dordogne libre. Il y en a plein d'autres. Je vais pas tous vous les lire, hein, mais typiquement, vous avez le classique. Ah là là, les 2 chevaux Cochonou, c'est génial. Donc ça, c'est Sud-Ouest, par exemple. Donc, Sud-Ouest qui fait tout un papier pour nous dire que les 2 chevaux... regardez qui on retrouve. C'est quand même assez intéressant. Donc, vous vous souvenez de Daminou, de la Dordogne libre, qui s'appelait en réalité Damien Conseil. Et bah Sud-Ouest, hop. Qui va-t-on retrouver sur l'étape Dax-Nogaro? Damien Conseil. Et voilà, depuis 18 ans, il conduit la limousine 2 chevaux, qui a accueilli bien des célébrités, de Richard Virenque à Geneviève de Fontenay. Pareil, donc là il nous raconte toute la distribution de goodies, de bob, etc. Tout le trajet en 2 chevaux. Alors ensuite, on se dit, bon, bah, c'est la presse locale. Non, c'est pas que la presse locale, on a aussi le Figaro. Hop. Cochonou, en fait, c'est 25 ans de présence sur le Tour de France. Damino, le surnom tellement corporate pour la marque, on sent qu'il a pas eu le choix et que c'est pas juste un surnom, c'est son nouveau nom marketing. Oui, c'est clair, Damino, je pense qu'il a pas choisi lui-même son surnom. Attendez, je vais me connecter au Figaro pour pouvoir vous le... Hop. Clairement, je pense que Daminou n'a pas choisi. Pour quelle marque? Non, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais c'est pour Cochonou. J'ai peut-être pas assez dit que c'était Cochonou la marque. Je sais pas si vous connaissez. C'est une marque de saucisson. Donc, accroche du Figaro. Que serait le Tour de France sans Cochonou? Poser la question, c'est déjà y répondre. Cette année, la marque de saucisson fête tout simplement ses 25 ans de présence sur la grande boucle. Alors, on sent déjà qu'on est dans un truc où on va pas beaucoup critiquer Cochonou. Quand vous commencez votre papier par que serait le Tour de France sans Cochonou, cette année, la marque de saucisson fête tout simplement ses 25 ans de présence sur la grande boucle. A priori, ça va être plutôt un papier fan de Cochonou. Autant dire que les 12 millions de spectateurs mobilisés au bord des routes pour encourager les cyclistes ne risquent pas de rater la présence du fabricant agroalimentaire au sein de la caravane publicitaire. C'est d'autant plus vrai que, comme on a des papiers tous les jours pour nous rappeler que Cochonou sera sur le tour, c'est sûr qu'on ne risque pas de la rater, quoi. La flotte de Cochonou comprend 7 véhicules, 6 de chevaux reconnaissables entre 1000 avec leur couleur rouge et blanc, plus une limousine. En tout, quelques 24 caravaniers circulent à bord des véhicules, à charge pour eux de distribuer les 7 tonnes de produits. Leur gestuelle est bien rodée avec quantité de petits saucissons lancés à la volée pour agrémenter l'apéritif des supporters du peloton. Par ailleurs, Cochonou propose aussi un bar à saucissons implanté dans chaque ville-étape. Donc ça, c'est si jamais vous n'avez pas eu de saucisson sur la route, on vous indique que vous pouvez aussi aller manger du saucisson dans chaque ville-étape. Sur le tour, on y vient au budget de Cochonou. Le budget de Cochonou s'élève à plusieurs centaines de milliers d'euros. Il s'agit du seul événement sportif dont la marque est partenaire. Il est difficile de trouver meilleure adéquation entre nos 2 univers. Le Tour de France est un rendez-vous populaire par excellence et nous partageons ce même ADN, souligne Stéphanie Chiotasso, directrice marketing du groupe Aoste, propriétaire du fabricant. Le début de l'été et la saison estivale en général sont des périodes privilégiées pour l'achat des produits Cochonou. Ça, d'où ça vient, à votre avis? Eh ben, de chez Cochonou directement. Cochonou vous fournit directement les chiffres de ses ventes. Comme ça, vous pouvez agrémenter votre article avec quelques éléments chiffrés qui font toujours bien. Voilà. Donc là, on apprend que
fatalement l'été on fait plus d'apéros. Donc on achète du saucisson. Donc Cochonou est content. Avec ses balises pendant les vacances que sont les apéros avec des guillemets. Au Figaro on dit apéro avec des guillemets. Où les tranches de saucisson se dégustent avec plaisir. Attendez, excusez-moi, on va relire ces deux phrases parce que... Le début de l'été et la saison estivale en général sont des périodes privilégiées pour l'achat de produits Cochonou, avec ses balises pendant les vacances que sont les apéros, où les tranches de saucisson se dégustent avec plaisir. C'est dur. Pendant les beaux jours, nos ventes peuvent s'envoler de 20%, poursuit Stéphanie Chiotasso. Nous sommes un produit de saison qui correspond souvent à un achat d'impulsion. On est en train de nous expliquer pourquoi les gens achètent du saucisson l'été. Je note juste... Si vous aviez un doute de pourquoi vous achetez du saucisson l'été, on vous l'explique. Alors, Totoma, mais attends, ce n'est même pas ce qu'on appelle un public reportage, je veux dire que les journaux sont payés pour ça, juste invités dans les musées. Ah non, non, ils sont pas payés. Non, non, ça pour le coup, c'est du public reportage gratuit, c'est offert, ça fait plaisir, c'est pour la maison. Ouais, ça c'est... En fait, c'est des sujets vraiment... il faut vous dire que l'été dans une rédac, bon, c'est ce qu'on appelle un marronnier, donc déjà c'est des sujets qu'on fait tous les ans. Quand je dis on, pas nous, hein, mais que les médias font tous les ans. Pourquoi? Parce que c'est facile. Vous n'avez rien à faire à part attendre le communiqué de presse de Cochonou, appeler Cochonou et dire bonjour, on va venir le 10 juillet dans votre 2 chevaux sur le tour, faites-nous une place, quoi. Et Cochonou est ravi, évidemment, de vous faire une place. C'est pour ça que quand la Dordogne Libre disait « on a de la chance d'être dans la voiture Cochonou », non, c'est l'inverse. Si les médias ne viennent pas sur la caravane du Tour avec Cochonou, Cochonou est dégoûté. Hein. Et pas l'inverse. C'est-à-dire que si demain vous n'avez pas ce papier dans le Figaro, aucun lecteur du Figaro n'appellera le Figaro pour dire « excusez-moi, j'ai pas vu mon reportage sur Cochonou cet été ». Non. Donc oui, c'est gratuit tout ça. C'est fait gratuitement. Et ça, peut-être le pire, hein. C'est que c'est... Si au moins les médias se faisaient payer, mais même pas. Et donc ensuite, on a un petit peu de greenwashing sur 2 paragraphes. Essentiels. Pendant les 3 semaines que dure le tour, Cochonou ne va pas seulement à la rencontre des consommateurs. Sur le parcours, la marque accueille aussi ses grands clients et les éleveurs avec lesquels elle a l'habitude de travailler. Une réunion avec la FNSEA est également prévue, donc Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles. Ce n'est pas parce que nous fabriquons du saucisson industriel que nous sommes à l'écart des grandes problématiques sociétales et écologiques. Bien au contraire, reprend la directrice marketing. Nous sommes intransigeants en matière de traçabilité de nos produits avec une collaboration optimale avec les éleveurs de porcs français. Et pour répondre aux enjeux environnementaux, à quand le passage à l'électrique? Pour la flotte de véhicules Cochonou, nous y réfléchissons au même titre que la plupart des autres membres de la caravane publicitaire, précise Stéphanie Chiotasso. En attendant, pour compenser ses émissions de carbone pendant le tour, Cochonou contribue au programme Écotri avec le financement de la plantation d'arbres. Ça sent le greenwashing. Et vous remarquez qu'il n'y a pas plus de questions. C'est-à-dire que la seule chose que trouve à répondre Cochonou qui investit, on nous le dit, donc plusieurs centaines de milliers d'euros dans la caravane du Tour, c'est de dire on y réfléchit. Voilà. Ne serait-ce que des voitures électriques, par exemple, ça serait un bon début. On l'aura compris. Alors là, ça aussi, c'est formidable. C'est-à-dire que si vous ne l'aviez pas compris, on vous dit ce que vous auriez dû comprendre depuis le début. On l'aura compris, Cochonou entend bien signifier qu'une alimentation récréative n'empêche pas de respecter des critères d'exigence. Et qu'en aucun cas, la marque ne doit être taxée de malbouffe. Sa longévité plaide en sa faveur. Lancé il y a plus de 50 ans, Cochonou a commencé par être la propriété du charcutier Olida, avant de rejoindre le giron du groupe Aoste en 1991, lequel coiffe 4 marques en tout, avec aussi Justin Bridou, Aoste et César Moroni. L'ensemble, qui pèse 450 millions de chiffre d'affaires, emploie 1300 salariés, tandis que le siège est situé à Saint-Priest, dans le Rhône. La production est assurée par 4 usines, à Saint-Symphorien-sur-Coise, dans le Rhône toujours, à Maclas dans la Loire, à Lescure-l'Albigeois dans le Tarn, et à Aoste, en Italie.
Cet ancrage régional offre une occasion supplémentaire à Cochonou d'insister sur le poids des territoires, un socle commun supplémentaire avec le Tour de France. Bon, alors on est carrément sur une page Wikipédia à la fin. C'est-à-dire qu'on s'est même pas fatigué à essayer de faire original. C'est juste un communiqué de presse. Hein. Donc, à la fin, on vous dit, alors en fait, Cochonou, c'est génial. Attention, interdiction de parler de malbouffe pour Cochonou, parce que c'est interdit en fait, parce que le Figaro refuse que vous le fassiez, donc ne le faites pas, n'allez pas vexer le Figaro. Et ensuite, une très longue pub pour vous expliquer à quel point Cochonou c'est fantastique, en l'occurrence le groupe Aoste. Voilà, conclusion, mangez du saucisson. Et donc, si vous remontez, parce qu'il y en a qui ont posé la question, ce n'est pas une publicité, ce n'est pas du public reportage. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux, c'est un article écrit par un journaliste du Figaro. Donc, tout ça pour vous dire que depuis qu'on a fait ce papier, donc c'était on a dit quoi, été 2020 ? Voilà. Depuis qu'on a fait ce papier en 2020, absolument rien n'a changé. Et donc quelqu'un, alors je sais plus qui demandait dans le chat, est-ce que d'autres marques font la même chose ? Beaucoup moins, mais il y a quand même, on le mentionnait en 2020, Chris par exemple, qu'on a vu mentionner tout à l'heure dans la Dordogne Libre, qui le fait aussi, mais il faut se dire quand même que Cochonou c'est le plus présent, c'est le plus offensif dans sa technique de com, et le fait est que ça marche. Par ailleurs, faire un papier, comme on vient de le lire, sur la caravane Chris, qui est une marque de lunettes, c'est moins fun tout de suite l'été. Ça sent pas l'apéro quoi. Alors que Cochonou, bon, ça ouvre un peu l'appétit pour ceux qui mangent de la viande évidemment. Qu'est-ce qui te choque le plus, l'intérêt de l'industriel ou le comportement des journalistes ? Demande Bob Campbell. Bah en fait, Cochonou ils ont bien raison de le faire si ça marche. Je veux dire pour eux c'est tout bénef. Ils ont des médias qui font leur pub gratos tout l'été. Tout l'été, on va voir leur nom partout dans les médias. Donc, pourquoi ils s'en priveraient en fait ? C'est ça, moi le problème c'est les médias. Pourquoi les médias acceptent de faire ça ? Ça n'a pas de sens. C'est franchement... c'est juste de la facilité. C'est... Voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre. C'est de la facilité, c'est de la paresse. Et puis, moi, j'ai envie de dire, c'est un peu bête. Franchement, faites-vous payer. Hein. Quitte à faire ça, autant se faire payer par Cochonou. Hein. Ils ont le budget pour le faire. Donc voilà. Mais encore, en plus, moi, vraiment, ce que je trouve dramatique, c'est que, je veux dire, aller une journée sur le Tour de France, faire des reportages. Très bien, faisons des reportages. Mais il n'y a pas besoin d'être dans la voiture de Cochonou pour le faire. Donc, quel est le... Enfin, vraiment, je comprends pas, ça me dépasse un peu. Alors, peut-être... ouais, je sais pas si c'est parce qu'on soutient une entreprise française, mais en tout cas... Moi, je pense que parce qu'il y a un côté, en fait... je pense qu'il y a un côté, on a oublié que c'était une marque. C'est-à-dire qu'on oublie que c'est une entreprise qui a des intérêts économiques, et on oublie que c'est une marque. Parce que, dans l'image des gens, la 2 chevaux Cochonou sur le Tour de France, c'est une évidence. C'est même plus, ça fait partie du décor, ça fait partie du Tour de France, ça fait partie du folklore du Tour de France. Donc je pense que pour plein de gens, c'est même plus un sujet, quoi. C'est même plus un sujet. Et donc je voulais vous montrer un autre truc de BFM TV. Alors ça date de... Bah, ça date de cet été, pardon. Hop. Parce qu'il y a aussi cet angle-là, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez... Donc là, c'est BFM TV Côte d'Azur. Et évidemment, comme dans tous les médias locaux, à chaque fois que vous avez un local, c'est-à-dire un habitant de la région du média, en l'occurrence la Côte d'Azur, qui est impliqué dans quoi que ce soit, on va faire un reportage. Là, en l'occurrence, ils ont trouvé un Varois qui est dans la caravane Cochonou, donc ça fait un reportage. Je me mute 3 minutes, je vous montre ça.
Il y a un autre Azuréen qui participe au Tour de France encore cette année, mais lui, c'est en voiture qu'il va boucler les 21 étapes. Lucas fait l'animation dans la caravane commerciale pour la célèbre marque Cochonou. Pour le Varois, ce boulot, c'est presque comme des vacances avec au programme des copains et du goût. Diana Melem l'a rencontré avant son départ de Draguignan. L'heure est au dernier préparatif pour Lucas. Ce vendredi matin, il part pour le Tour de France en tant que caravanier. Et le plus important à ne pas oublier, c'est ce sifflet là pour les animations sur le bord de la route. Il n'y a rien de mieux. Clapping, hola, ça transcende les foules. Alors surtout, ne pas oublier le sifflet, bien au chaud dans la valise et on est prêt à partir. Les animations de Lucas, justement, les voilà. Clapping, distribution de bob ou encore dégustation de saucissons. C'est la deuxième fois que le jeune homme de 22 ans se lance dans cette aventure sportive avec la marque Cochonou. C'est mes vacances d'été, c'est un grand moment de partage avec déjà les collègues sur le tour et puis avec tout le monde autour d'un grand moment de sport, de convivialité et puis de partage forcément autour d'une tranche de saucisson. Je suis un grand fan de sport, je suis en master de droit du sport, je travaille dans une fédération sportive et là j'ai l'occasion d'être au cœur du troisième plus grand événement sportif au monde. Donc que demander de plus quoi. Enfin, on voit les coureurs tous les jours, des fois avec nos véhicules Cochonou on traverse des cols mythiques, donc franchement c'est vraiment une expérience incroyable. Avant de partir, Lucas pratique ce geste qu'il devra maîtriser à la perfection pendant 3 semaines. Il sera de retour à Draguignan aux alentours du 25 juillet, avec sans doute des souvenirs plein la tête. Voilà, on le voit même s'entraîner à couper du saucisson. Alors, quelqu'un a noté en effet qu'il y avait un truc intéressant, c'est qu'au début, ils disent son travail c'est des copains et du goût. Je ne sais pas qui l'a repéré, désolé parce que j'étais absorbé par Lucas qui coupait du saucisson. Mais des copains et du goût, c'est le slogan de Justin Bridou. Voilà. Une autre célèbre marque de saucisson qui appartient au même groupe. Surprise, surprise. Alors j'ai vu quelqu'un demander de quelle marque on parle. C'est vrai que je l'ai peut-être pas assez dit, on parle de Cochonou. Cochonou. Bon là si j'ai pas un sponsor, je sais pas ce qu'il faut. Donc et alors ce qui est intéressant c'est que bon Lucas, je ne doute pas qu'il soit très content de travailler chez Cochonou et qu'il s'éclate, c'est son job d'été et machin. Ce qui est intéressant c'est qu'on a rien vu, c'est-à-dire qu'on a juste quelqu'un qui est chez lui, qui fait son sac et qui vous explique qu'il va aller jeter des bobs et couper du saucisson sur le Tour de France, quoi. Donc même informativement, ça n'a aucun intérêt. Et je lisais quelqu'un qui disait « Ouais, c'est l'été, ils font des sujets pseudo-concernants. » C'est tout à fait ça. C'est exactement ça. C'est censé être le truc léger qu'on regarde en fin de JT pour les grandes chaînes, qu'on regarde à l'heure du déjeuner pour BFM, encore que là c'est l'heure du petit-déj, parce qu'il est 8h11 sur BFM Nice. Mais voilà, c'est le truc léger, ça prend pas la tête, ça ne pose pas de questions, ça ne dérange personne. Salut ma bagnole fuit, bienvenue. Et bonjour à tous ceux que j'ai ratés et qui sont arrivés pendant la discussion. Et voilà, et c'est purement... Alors, dans le cas de Lucas, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas très bien à quel point son discours a été préparé. Il en parle très très bien de la marque Cochonou pour un job d'été, donc il a l'air de très très bien connaître le sujet quand même. Donc voilà, bon, c'est évidemment pas nouveau, on l'a vu, ça continuera probablement tous les ans jusqu'à la fin du Tour de France, qui sera je ne sais pas quand, mais peut-être jamais, j'espère, pour les fans de cyclisme. Mais je voulais vous montrer un autre article. Attendez, je le retrouve parce que j'ai oublié de noter le lien. Hop. Voilà une question qui ne sera pas posée dans ces reportages et dans ces articles. Mais au fait, ça pollue la caravane du Tour de France. Sylvain Chazot, bonjour. Salut Sylvain, bienvenue. Une question intéressante. Alors, reporter s'est intéressé à la question, justement. La propriété c'est de vol, il cale la marque de façon très suspecte dans ses phrases. Oui, oui, il a une façon de parler qui est très suspecte, oui, je pense qu'il a un peu préparé son truc.
Est-ce que c'est Cochonou qui l'a préparé? Est-ce que c'est eux qui l'ont choisi? Je ne sais pas, mais en tout cas, on sent que l'interview est pas très très naturelle. Même sa façon, qui s'entraîne à couper du saucisson à 7h30 du matin? Personne. Personne ne fait ça. D'abord, personne ne s'entraîne à couper du saucisson, à moins que vous participiez à un championnat du monde de découpe de saucisson. Sinon, non. Vous coupez du saucisson parce que vous avez envie d'en manger. Donc, je pense que cette petite scène est mise en scène, par exemple. La découpe du saucisson, à mon avis, les journalistes lui ont dit « Oh bah, dis donc, vu qu'on parle de Cochonou, vous ne couperiez pas un bout de saucisson devant la caméra ?» Très probablement ça qui s'est passé. Mais bon, bref, donc évidemment, ça donne des trucs assez hilarants, quoi. Quand vous le regardez, c'est très drôle. Mais ce qui est marrant, c'est que une fois que vous avez vu celui sur Cochonou, après vous allez repérer tous les autres. Parce qu'il y en a plein d'autres, hein. Il n'y a pas que Cochonou qui fait de la pub comme ça dans les médias de façon gratos. Il y en a énormément d'autres. Mais du coup, maintenant, vous allez les repérer tout de suite. Tellement c'est évident. Donc, Reporter a enquêté sur la pollution que représentent les goodies de la caravane publicitaire. Donc les goodies, vous savez, c'est ces trucs qu'on vous jette sur le bord de la route, que ce soit des mini saucissons, des bobs, des t-shirts, des gourdes. Je n'ai jamais été sur le bord de la route du Tour de France, donc ne me demandez pas ce qu'on vous jette d'autre, je n'en sais rien, mais peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui ont déjà été sur la route du Tour de France et qui ont reçu ces goodies, et donc la question était, est-ce que ça pollue tout ça? En plus de la caravane, évidemment. Et salut tout le monde, salut I feel fine, bienvenue. Ah merci de me faire parler anglais dès le matin, c'est un peu dur. Salut Péridote, bonjour. Alors donc, Reporter, média écolo, vous connaissez. Vous connaissez peut-être d'ailleurs, si vous ne me connaissez pas, c'est un média qui s'intéresse exclusivement aux questions d'environnement et d'écologie et qui est gratuit, qui ne fonctionne que sur les dons. Voilà. Les goodies et échantillons recyclables distribués au public du Tour de France ne sont que du greenwashing sans intérêt, estime Thomas Bourgenot du RAP qui milite contre l'agression publicitaire. Le RAP, alors je sais ce que c'est, mais je ne sais plus ce que c'est exactement l'acronyme. C'est Rassemblement... non, pas Rassemblement. Résistance à l'agression publicitaire, tout simplement. Tout bêtement. De Bilbao en Espagne s'élance samedi 1er juillet, donc ça c'était il y a 10 jours, les 176 coureurs du Tour de France 2023. 21 étapes au programme, plus de 3400 km, une trentaine de cols à grimper pour les cyclistes, ainsi que pour les centaines de véhicules qui les accompagnent. Car, comme chaque année, le Tour sera précédé de sa caravane publicitaire, 150 véhicules tenant davantage des chars de carnaval que des voitures traditionnelles, décorés à l'effigie de la trentaine de marques qui accompagnent l'événement. Le long des routes, où sont attendus plus de 10 millions de spectateurs, la caravane abreuvera le public de musique, slogans publicitaires et de ces fameux goodies, des échantillons de produits que les marques lanceront à la foule par millions. L'organisateur du Tour prévoit que 10 millions de goodies soient ainsi jetés le long du parcours. Une forte réduction par rapport aux 18 millions d'exemplaires de l'édition précédente, justifiée par souci de sobriété écologique. Alors Cèdre qui nous dit, pour avoir été sur le bord du Tour de France plusieurs fois, il ne reste rien sur le bord de la route, tout est récupéré, y compris et surtout les gourdes vides des cyclistes. Oui, alors je pense que pour le coup, Reporter s'intéresse à la pollution que représente simplement la production de ces goodies. Pas le fait que peut-être qu'à certains endroits il reste des déchets dans la nature. C'est surtout le fait qu'on produit, en l'occurrence, 10 millions d'objets ou d'emballages, etc. Ne faudrait-il pas aller encore plus loin, donc que cette réduction? Troisième événement sportif le plus suivi au monde, le Tour de France peut-il se permettre de se faire porte-étendard de la surconsommation en mettant en exergue sa caravane publicitaire au moment où l'urgence écologique devrait nous pousser à la sobriété? Le matraquage publicitaire, vecteur majeur de nos pollutions et surconsommation, pourrait-il être banni de ce moment de fête populaire majeur? Le point avec Thomas Bourgenot, chargé de plaidoyer à l'association Résistance à l'agression publicitaire. Ça reste des goodies de merde qui sont des cadeaux qui vont direct à la poubelle ou bien? Alors, je ne sais pas, il y en a qui sont comestibles, hein. On vous lance des madeleines, des gâteaux, du saucisson, donc si vous les mangez, ça ne va pas à la poubelle. Mais il y a quand même des emballages, évidemment. Ensuite, je crois que c'est surtout aussi des vêtements, des t-shirts, des casquettes, ce genre de choses.
Bonjour, ça fait de l'audience ces articles. Pourquoi les médias font ces reportages? Bah alors, je disais, je pense qu'il y a une... Scrout, salut. Je pense qu'il y a une question de facilité. C'est-à-dire que vous n'avez pas à vous prendre la tête. Vous avez un reportage qui est sûr à 100%. Parce que si on reprend celui du Figaro, vous avez la moitié du papier, c'est des éléments de langage de Cochonou, qui sont quasiment, je pense pas trop m'avancer en le disant, ça là, c'est quasi copier-coller du communiqué de presse de Cochonou, qui a été reçu par le Figaro pour leur proposer de venir sur le tour. Donc, c'est facile. Ensuite, vous avez 2 questions à l'attaché de presse de Cochonou, et vous n'avez pas besoin d'aller chercher bien loin, parce qu'elle vous dit « Ouais, l'écologie, on y réfléchit ». Vous relancez pas, vous posez pas de questions, donc ça c'est fait en 5 minutes. Et ensuite, vous avez 2 heures dans une voiture sur le Tour de France, et vous avez 3 paragraphes. Voilà. Très très facile. Alors, t'as quand même pas mal de vêtements et de bouffe, tu dois pas avoir grand chose qui part à la poubelle. Possible. De base, le principe des goodies, c'est un calvaire, les 3/4 finissent dans une panière à l'entrée avant de finir à la poubelle. Ah oui, je vois qu'on a tous le même vide-poche à l'entrée de chez nous. Beaucoup de merdouilles, genre porte-clés lumineux qui finissent au mieux à prendre la poussière. Bah oui, alors c'est évidemment ce que pointe Reporter et ce que pointe le RAP. Alors, Toto, tu viens de lui faire penser, il y a un commentaire sur l'article du Figaro. Devinez de qui parle ce commentaire. Sandrine Rousseau, bien sûr. Un article et un produit bien de chez nous. Qu'en pense Sandrine Rousseau? Pas tellement déconstruit tout ça. Voilà. Je me rappelle qu'il y a quelques années, il jetait de simples sacs en plastique sans aucun intérêt. Les gens se précipitaient pour les ramasser. Je pense qu'ils n'osent plus. Ouais, alors je pense que ça, par contre, c'est plus possible. Typiquement, t'as raison, Miguel. À mon avis, ils peuvent plus lancer des sacs plastiques. Ça le ferait pas. Oh non, de la merde, la caravane du Tour de France. Il passe des fois devant chez ma mère. Tu vois des jeunes blasés sur des bagnoles à la con qui te balancent leur merdouille comme le grain aux poules. C'est déprimant. Et ben, ça a l'air sympa en tout cas. La façon dont tu le décris, ça donne envie. Mais non, après, je pense qu'il y a plein de gens qui adorent la caravane du Tour. Il y a de l'ambiance, etc. C'est l'été. Bon, très bien. Expérience de vie. Parfois, la caravane passe lentement et donne les goodies, et parfois, elle passe à 50 km/h et lance les goodies. Un saucisson dans la gueule à 50 km/h, ça pique. PLB. Ah, ça sent le vécu. Salut, Valeur Anarchiste. Bienvenue. La caravane du Tour, c'est à mon avis aussi important que la course pour les organisateurs. Sans la caravane, je pense qu'il y aurait beaucoup de monde sur la route. Oui, c'est très possible. Bah, mais c'est vrai, ça fait partie de l'ambiance, etc. Bon bref, je vous mets le lien de cette interview de Reporter, faut qu'on avance, il est déjà 8h, mon dieu. Parce que cette interview de Thomas Bourgeot, par Reporter, c'est intéressant ce qu'il dit sur la pollution des goodies, sur la façon dont on pense ces événements et comment on pourrait les penser autrement que adossés à des marques. Salut Moga. Alors il faut pas se mentir, hein. Ces événements, ils ont besoin de sponsors parce que ça finance, mais... on a parlé de Cochonou. Ah, est-ce que j'ai parlé de Cochonou? Mince. Oui, j'ai parlé de Cochonou. Beaucoup trop. Si vous n'êtes pas un peu écœuré du saucisson ce matin, c'est que j'ai raté ma mission. Allez, on avance. Donc, on clôt la page Saucisson Tour de France. Mais donc, rappelez-vous qu'à chaque fois que vous voyez un article ou un reportage sur les voitures Cochonou, tac, dites-vous, ça, c'est feignant comme journalisme. Est-ce que c'est le même du journalisme? Je ne sais pas. Salut Géligier, bienvenue. Martius, il n'y a pas de caravane pour le Tour de France femmes et beaucoup moins de monde au bord de la route. Ah, c'est intéressant, je savais pas qu'il n'y avait pas de caravane pour le Tour de France femmes. Pour le Tour de France féminin. Eh ben, écoute, je l'apprends. Mais c'est intéressant, ouais. Et du coup, il y a moins de monde. Ben, peut-être que les gens viennent pour... que les gens viennent bah aussi pour ça, pour l'ambiance, pour les chars, pour avoir quelques cadeaux, etc. Après, c'est plus récent. Oui, c'est vrai que le Tour de France féminin est plus récent. Mais bon, quand même. Ça pourrait attirer des marques.
puisque a priori, il y a un public. Voilà, on va passer à un tout autre sujet. Mais alors, tout autre sujet. Si j'en crois le Tour des femmes, il y a bien une caravane. Ah bah alors attendez, on nous raconte n'importe quoi. Alors attendez, on va tout vérifier. On va vérifier en direct. Donc, le Tour de France féminin. Ça, c'est la liste des étapes. Partenaires du Tour de France, il y a 4 marques partenaires. Pas beaucoup. Ah non, il y a Tissot aussi. Mais alors, où est la caravane du Tour de France? Je vais la chercher moi, attendez. Suivez la caravane du Tour. Clac! On débunk en direct. Alors, depuis 1930, la caravane publicitaire fait partie du spectacle du Tour de France. Bah en fait, c'est exactement pareil. La caravane du Tour de France Femmes avec Zwift, c'est plus de 10 minutes de spectacle continu. Ça paraît pas très long dit comme ça. Des animations sur 2 km, 17 marques, 4 voitures de sécurité, 12 gardes républicains et 4 motards, 3 véhicules médicaux. Voilà. C'est pas grave, Marcius. On est là pour vérifier. Eh bien, écoutez, merci qui nous a mis l'info. Merci à ARW qui nous a mis cette info. Donc, il y a bien une caravane sur le Tour de France féminin. On peut désormais clore ce chapitre. Il est temps de parler d'autre chose que de vélo et de saucisson. Et on va parler d'un très long portrait du monde consacré à Mohamed Sifawi. Portrait que, je pense, beaucoup de rédactions rêvaient d'écrire depuis très longtemps. Tellement Mohamed Sifawi est omniprésent depuis 20 ans et en même temps très insaisissable. Donc je rappelle qui est Mohamed Sifawi. Mohamed Sifawi, il a été journaliste, il a été militant, il a été... plein de choses, beaucoup de choses. Responsable associatif, bref. Et Mohamed Sifawi, son combat public, ça a toujours été l'islamisme. Enfin, la lutte contre l'islamisme. Et on l'a toujours retrouvé partout, tout le temps dans le débat, à tel point que parfois on se demandait un peu pourquoi il était invité. Et vous ne l'êtes pas peut-être sans le savoir, mais Mohamed Sifawi est l'un des principaux bénéficiaires du fameux fonds Marianne, créé à la suite de l'assassinat de Samuel Paty. Et donc, il a été auditionné par le Sénat, et le rapport du Sénat est accablant pour tous les gens qui ont participé de près ou de loin à ce fonds Marianne, tant visiblement l'argent a été dilapidé sans aucun contrôle ni aucune vérification de quoi que ce soit. Et dans le rapport du Sénat, Mohamed Sifawi est notamment mis en cause, parce que visiblement, les sénateurs ont estimé qu'il n'avait pas beaucoup travaillé pour l'argent qu'il avait touché. Donc, attendez, j'ai un top, je vais mettre ça comme ça. Donc voilà, Mohamed Sifawi, c'est quelqu'un que, dans la rédaction, on connaît depuis des années, mais sans jamais trop avoir réussi à cerner le personnage. Je sais pas comment vous dire, c'est quelqu'un sur lequel on n'avait pas trop de points d'accroche, on avait du mal à saisir quelque chose de... un début de quelque chose, quoi, un début de piste, et c'est vrai que le fonds Marianne fournit ça, c'est-à-dire que le fonds Marianne, du coup, on a une actu très chaude, un truc très concret, il y a de l'argent dans l'histoire, et on a envie de savoir où est cet argent. Voilà. L'histoire du fonds Marianne, c'est ça. Et donc ça a donné une accroche très concrète sur Mohamed Sifawi, et enfin, on va pouvoir enquêter sur Mohamed Sifawi. Et donc, s'y sont collés Yann Bouchez et Grégoire Bizot, deux journalistes du Monde, et le papier est hyper intéressant, donc ça a été publié ce week-end. Ça a été publié vendredi soir, pardon. Et alors, sans surprise, Mohamed Sifawi n'a pas répondu au Monde. Mohamed Sifawi ne répond quasiment jamais, je crois, à la presse. Arrêt sur Image, c'est terminé, il répond plus. Il était venu 2 fois sur le plateau d'Arrêt sur Image il y a très longtemps. Mais d'ailleurs, Arrêt sur Image est mentionné dans le papier du Monde. Et voilà. Donc, je voulais vous lire ce papier très très long, que je ne vais pas faire défiler, parce que comme ça, vous irez le voir. Mediapart était premier sur le coup, le lourd CV de Mohamed Sifawi, la caution scientifique du fonds Marianne. Ouais, alors Mediapart c'était plutôt un très bon un récap, mais c'était plutôt un très bon récapitulatif des informations qui étaient déjà publiques sur Mohamed Sifawi. Là,
on est sur une enquête très très fouillée sur Mohamed Sifawi. Donc, je vais vous lire ce papier. Alors, donnez-moi juste une petite seconde que je m'organise, parce que je disais donc que je n'allais pas faire défiler ce papier pour que le monde ait trop de préjudice quand même. Hop, voilà. Il y a un paywall, mais comme moi j'ai un abonnement, voilà. Donc, titre, Mohamed Sifawi, les zones d'ombre d'un intrigant de l'Algérie au fond Marianne. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en un seul mot, on a déjà à l'angle du papier l'intrigant, ce qui n'est pas un mot, en général, qu'on aime se voir accoler dans la langue française. Mais tout de suite, on a cette impression de quelqu'un qui a ses réseaux, qui pratique l'entrisme, qui a une influence. Et donc, intriguant, il y a cette notion de c'est bizarre. C'est bizarre. Il y a des manigances. Hop. Donc, épinglé par le rapport du Sénat sur le fonds Marianne dont il a bénéficié, le journaliste franco-algérien s'est imposé comme une figure de la lutte contre l'islam radical, adoubé par une partie de la gauche. Depuis son exil en France en 1999, son parcours dessine un personnage clivant et intéressé. Là aussi, moi j'aimerais pas qu'on me dise que je suis clivant et intéressé. Donc on a tout de suite l'angle du papier qui se dessine. Avant de prendre la parole, il a posé ses mains sur les accoudoirs de son fauteuil et il a donné une grande impulsion, balançant son buste en avant, comme s'il lui fallait se jeter à l'eau, puis d'un geste sec et précis, il a tiré sur la veste de son costume 3 pièces bleu nuit pour en effacer les plis. Au Sénat, ce jeudi 15 juin, le journaliste Mohamed Sifawi s'apprête à témoigner devant la commission d'enquête constituée à la suite des supposées irrégularités du fonds Marianne, lancé par Marlène Schiappa, alors ministre de la Citoyenneté. Cette enveloppe de 2,5 millions d'euros a été créée au printemps 2021 en réaction à l'assassinat du professeur Samuel Paty, le 16 octobre 2020, dans le but de financer une riposte au discours séparatiste sur les réseaux sociaux. Principal bénéficiaire du fonds, le franco-algérien est soupçonné d'avoir utilisé par le biais d'une obscure association, l'Union fédérative des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire, l'USEPPM, une large part de cet argent pour se rémunérer, lui et son associé, un curieux homme d'affaires, Cyril Karunagaran, patron d'une petite entreprise de maroquinerie de luxe. 2 jours plus tôt, le 13 juin, les policiers sont venus frapper à la porte du journaliste vers 6 heures pour une perquisition dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par le parquet national financier pour détournement de fonds publics par négligence, abus de confiance et prise illégale d'intérêt. Devant les sénateurs, plutôt que de chercher à se défendre, Mohamed Sifawi a choisi d'attaquer. S'en prenant à un invisible chiffon rouge que personne n'a encore pris la peine d'agiter, il donne des coups de corne à droite et à gauche. Une première pique adressée au sénateur écologiste du Val-de-Marne, Daniel Breuiller, qui, pour résumer l'affaire du fonds Marianne, avait dénoncé la République des copains. Le premier copinage qui devrait être dénoncé est celui qui lie votre courant politique, celui des écologistes, à l'islamisme, et ce dans plusieurs villes de France, décoche Mohamed Sifawi. Il dénonce ensuite le rapport pathétique de l'inspection générale de l'administration, instruit exclusivement à charge avec des approximations, des insinuations graves et des mensonges. Puis emporté par son élan, il poursuit son réquisitoire contre des systèmes médiatiques sclérosés, globalement médiocres, qui alimentent le populisme. Convaincu de son innocence, il se dit ligoté à un bûcher médiatique, il se vit comme une victime expiatoire condamnée à l'avance pour son combat contre l'islamisme politique. Et je fais une petite pause. Si vous n'avez pas vu l'audition de Mohamed Sifawi devant la commission d'enquête sénatoriale sur le fonds Marianne, je vous le conseille parce que c'est assez surréaliste. C'est très 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 rare de voir un tel niveau de tension entre les sénateurs et une personne qui est auditionnée, en l'occurrence Mohamed Sifawi, qui n'est pas passé loin d'insulter les sénateurs à plusieurs reprises. Il était vraiment dans un état de colère et en même temps d'arrogance et en même temps de mépris pour l'institution qui était très étonnant et très bizarre que personne ne lui ait conseillé de ne pas prendre cette commission comme ça parce que c'était évidemment une très mauvaise idée et en termes d'image ce qui en est ressorti est catastrophique quand même. Donc voilà, je vous le conseille, allez le voir parce que vous allez sentir la tension monter petit à petit jusqu'au moment où ça éclate et où vraiment Mohamed Sifawi est à 2 doigts d'insulter les sénateurs qui l'interrogent.
On reprend. Alors qu'il le regarde se débattre par écran interposé, Dominique Sopo, président de SOS Racisme qui l'a côtoyé longtemps, n'est pas surpris par sa violence verbale, et encore moins de cette étonnante stratégie de défense. Mohamed ne peut pas baisser la tête, il est incapable de faire un mea culpa en public. Quand il est attaqué, il attaque, il aimerait tellement être un héros. 4 semaines plus tard, la commission d'enquête sénatoriale rend ses conclusions, elles sont impitoyables. Les sénateurs estiment que l'association méconnue dont s'est servi Mohamed Sifawi, l'USEPPM, qui a reçu 266 000 € de subventions dans le cadre du fonds Marianne, n'avait pas d'expérience notable dans la lutte contre le séparatisme. Plus grave, alors que le journaliste a été payé 3 500 € net par mois pendant 1 an, de juin 2021 à juin 2022, grâce à ce fonds, il juge le travail fourni très largement en deçà de ce qui aurait pu être attendu et souligne un bilan insignifiant au regard de la subvention perçue. Contacté par M, le magazine du Monde, ni Mohamed Sifawi ni son avocat n'ont répondu à nos sollicitations. Si Mohamed Sifawi est un héros, c'est au minimum un héros controversé. Difficile de trouver un homme qui traîne derrière lui un tel cortège de polémiques et d'oxymores. Il serait tout à la fois courageux et menteur, arrogant et amical, vénal et désintéressé. Un homme aux 1000 ennemis et aux amis fidèles, lancé à corps perdu dans un combat contre l'islamisme radical, le racisme et l'antisémitisme. Ami de la journaliste Caroline Fourès, soutien de l'ex-premier ministre socialiste Manuel Valls, proche de BHL et compagnon de route de Charlie Hebdo, il a été l'un des rares à oser témoigner à l'occasion du procès en 2007 pour la publication des caricatures danoises de Mahomet par l'hebdomadaire Satirique. Un journaliste engagé qui se dit à gauche, mais qu'une grande partie de la gauche déteste. Pour les uns, c'est un Salman Rushdie algérien dont la vie est elle aussi menacée par les islamistes. Pour les autres, un méprisable mystificateur qui instrumentalise la laïcité. Le jour de son audition devant les sénateurs, celui qui vit sous protection policière depuis 20 ans déclare dans son préambule « Je n'ai pas eu le droit à une vie normale, la mienne a été jonchée de cadavres, elle a été jonchée de sang, la mienne a été alimentée de menaces de mort, il est au choix un rempart ou un danger. » C'est loin de toute cette attention médiatique que Mohamed Sifawi quitte Alger pour Paris le 28 octobre 1999. Avec son épouse, ils sont 2 anonymes dans le flot de passagers fuyant la guerre civile qui fait rage en Algérie depuis près de 8 ans. En cet automne 99, le journaliste de 32 ans doit d'abord demander le statut de réfugié politique, se créer un réseau aussi dans ce pays où il n'a jamais travaillé. Il vient toquer à la porte de Reporters sans frontières d'abord, où l'on accueille ce jeune confrère qui se dit harcelé et menacé par le pouvoir algérien. Francophile, blagueur, cultivé, Mohamed Sifawi s'y fait vite des amis. Il trouve, avec son épouse et leur fille qui vient de naître, une chambre au modeste hôtel Rhin et Danube, dans le nord-est de la capitale. Dans ce quartier de la Moussaïa, la famille Sifawi habite à 2 pas de l'appartement de Vincent Brossel, alors directeur du département Asie à RSF. Assez vite, Mohamed est invité aux fêtes régulières que Brossel organise chez lui avec son colocataire, Mathieu Chanu, qui devient vite un ami, de quoi s'aérer l'esprit et sortir du huis clos familial à l'hôtel. Qui est à l'époque le jeune Mohamed Sifawi? Mathieu Chanu se souvient aujourd'hui d'un mec extrêmement drôle, gros fumeur, amateur de vin, ce fils de la bourgeoisie algéroise, né à Kouba, à l'est de la capitale le 4 juillet 67, est un bon vivant. Mais il y a aussi une part plus sombre, mystérieuse, celle du journaliste exilé, ancien correspondant pour Jeune Afrique, et passé par l'Authentique et le Soir d'Algérie, entre autres, qui s'intéresse aux questions sécuritaires, autrement dit la lutte armée contre les islamistes. Peu après la victoire dans les urnes du Front islamique du Salut en décembre 91, les généraux algériens ont interrompu le processus électoral. À Vincent Brossel et Mathieu Chanu, Mohamed Sifawi parle souvent de ce chaos algérien et de ce pouvoir de l'ombre des militaires. En février 96, le Soir d'Algérie, pour qui Mohamed Sifawi travaillait, est visé par une attaque à la voiture piégée. 3 membres du journal meurent, Mohamed Sifawi, lui, n'était pas dans les locaux. Il ne quitte son pays que 3 ans plus tard. Certains de ses articles auraient déplu au régime, assure-t-il. Vincent Brossel se remémore, il disait qu'il avait révélé des choses, mais je n'ai jamais su ce qui lui avait valu le désamour des autorités. Une chose saute néanmoins aux yeux des 2 colocataires, le journaliste trentenaire a une énorme envie de revanche, un Rubempré pré-algérois animé par une insatiable soif de reconnaissance. En ce printemps 2000, il vient de faire une rencontre, de celles qui peuvent marquer une vie et lancer une carrière. L'homme qu'il vient de croiser dans les locaux de RSF est un ancien sous-lieutenant algérien. Habib Souaïdia, le visage émacié, a déjà une vie de souffrance derrière lui. Né en 69 à l'est du pays, il s'est engagé dans l'armée à 20 ans. Il a traqué les barbus, entre guillemets, dans les montagnes et en a même tué.
Sans prendre le parti des islamistes, il veut dénoncer les atrocités, les exactions et les manipulations des militaires qu'il a vus. Mohamed Sifawi se propose de l'aider à écrire. Le patron des éditions La Découverte, François Gèze, rencontre les deux hommes et il est emballé. L'éditeur, qui s'intéresse à l'Algérie depuis les années 80, est bien placé pour saisir la valeur d'un tel témoignage. Avant même la publication du livre, Mohamed Sifawi introduit Habib Souaïdia auprès de nombreux médias. À l'époque, le journaliste n'a pas de mots assez durs contre l'armée algérienne, comme lors de cet entretien le 22 avril 2000 avec Jean-Baptiste Rivoire, alors à l'agence Capa, et dont M a pu voir les rushs. À propos des généraux algériens archi-milliardaires, Mohamed Sifawi glisse à Souaïdia qu'ils sont les premiers bénéficiaires de la guerre et du terrorisme dont ils sont directement ou indirectement responsables. Et le journaliste algérien de résumer « Je ne veux pas le justifier, mais le terrorisme en Algérie a une cause, c'est le comportement des responsables au sein de l'armée qui ont volé tout le pays. » Lorsque le 8 février 2001 sort le livre « La sale guerre », c'est une déflagration. Le Monde en fait sa une le jour même. C'est une victoire pour Habib Souaïdia et un camouflet pour Mohamed Sifawi, car une semaine avant sa sortie, le journaliste a tenté de s'opposer à sa publication, en vain. Autrefois alliés, Souaïdia et Sifawi se sont déchirés au cours de l'élaboration du texte, dans plusieurs ouvrages qu'il écrira ensuite, dont La sale guerre, histoire d'une imposture, publié en 2003 par une maison d'édition algérienne. Sifawi racontera sa version. Il accuse François Gèze, donc l'éditeur, d'avoir fait pression sur Souaïdia pour charger le régime de tous les maux et exonérer les islamistes. Totalement faux, s'indignent Souaïdia et Gèze. Ils assurent au contraire que Sifawi a cherché à modifier à plusieurs reprises le témoignage original de l'ancien sous-lieutenant, y ajoutant des erreurs factuelles, dans le but, selon eux, de décrédibiliser son témoignage et donc le livre. À cela s'ajoute une mesquine histoire d'argent que le prolixe Sifawi n'a jamais évoquée dans ses récits. Aux deux Algériens, François Gèze avait versé 50 000 francs d'avaloir, charge à Sifawi, alors le seul à détenir un compte bancaire en France, de reverser la moitié de la somme à Souaïdia. On sera loin du compte, assure l'ex-sous-lieutenant et l'éditeur. Souaïdia demandera son dû à son compatriote à plusieurs reprises, sans succès. Un coup tordu qui n'est jamais passé pour Mathieu Chanu et Vincent Brossel. Habib avait besoin de cet argent pour vivre et Mohamed la lui a faite à l'envers. Peu importe à Mohamed Sifawi qui intente dans la foulée un procès aux éditions de La Découverte. Il s'indigne que son nom apparaisse sur la première édition du livre qu'il considère comme un tissu de mensonges et réclame tout de même sa part de droit d'auteur. Le livre, vendu à 70 000 exemplaires, est un succès de librairie. Le journaliste obtient 6 000 € de dommages et intérêts, mais perd sur la question des droits d'auteur. Sifawi aura sa vengeance un peu plus tard et de façon magistrale lorsque le général Khaled Nezzar, ancien homme fort du régime algérien, attaque Habib Souaïdia pour diffamation. Le journaliste, qui quelques mois auparavant n'avait pourtant pas de mots assez violents pour dénoncer le régime algérien, vole au secours du général. Conscient de l'invraisemblance de la situation, Mohamed Sifawi s'en expliquera lors du procès en rendant hommage à Nezzar et à ses collègues militaires pour avoir arrêté le processus électoral et pour avoir empêché des islamistes, des intégristes, de faire de l'Algérie un autre Afghanistan. Je vous passe un peu la fin de cette histoire, parce que c'est très long. Et on avance au moment où Mohamed Sifawi commence à trouver du travail dans le journalisme. Donc, depuis le procès intenté par Nezzar contre Souaïdia, Mohamed Sifawi a définitivement choisi son camp. Il devient l'opposant intransigeant et acharné aux islamistes du monde entier, d'autant plus valeureux qu'il est lui-même musulman. Shadok, je suis d'accord, j'étais un peu perdu aussi. C'est pas très clair cette histoire de livre, on n'a pas tout compris. Mais là, on va arriver à la partie qui nous intéresse le plus. Salut Adèle, Adèle est là, dans le chat. Journaliste, documentaliste, monteuse pour Arrêt sur Image. Sans Adèle, pas d'émission Arrêt sur Image. À l'époque directeur de la rédaction de Marianne, Jean-François Kahn lui met le pied à l'étrier. Mohamed nous a beaucoup aidé dans notre combat éditorial contre tous ceux, et notamment Libération, qui avaient tendance à relativiser la responsabilité des islamistes dans les atrocités commises en Algérie. Jean-François Kahn lui commande ses premiers papiers, sa carrière de journaliste est relancée. Et le 11 septembre 2002, un an après les attentats aux États-Unis, il sort son premier livre, La France malade de l'islamisme, menace terroriste sur l'Hexagone, avec une préface du patron de Marianne publiée au Cherche Midi.
Sa thèse tient en une phrase: au cours des 20 dernières années, l'idéologie islamiste s'est propagée dans les couches de l'immigration comme se propage une maladie endémique et contagieuse sans que la société française ait eu le temps de s'en apercevoir. Il pointe déjà son obsession sur le port du voile, un signe d'appartenance à une idéologie extrémiste. Elle ne le quittera pas. La machine Sifawi est lancée, une vingtaine de livres, presque autant de documentaires, 2 bandes dessinées et même un scénario de film. Tout tourne autour de ses thèmes de prédilection: islamisme, menace terroriste, communautarisme, avec souvent un parfum de scandale et de controverse. Son premier documentaire, Enquête sur un réseau, réalisé avec la journaliste Florence Bouquilla, est diffusé le 27 janvier 2003 sur France 2. Il le déclinera dans la foulée dans un livre au titre plus accrocheur: Mes frères assassins, comment j'ai infiltré une cellule d'Al-Qaïda. Le film fait immédiatement polémique. Il suit un dénommé Karim Bourti, salafiste déjà condamné par la justice, qui évoque en caméra cachée l'hypothèse d'un attentat contre la Tour Eiffel. Le buzz est immédiat, mais le documentaire ne parvient jamais à démontrer son appartenance à la mouvance d'Al-Qaïda. Mohamed Sifawi est invité à Tout le monde en parle, le talk show de Thierry Ardisson. Arrêt sur image y consacre une émission. Sur le plateau de Daniel Schneiderman, Florence Bouquilla a semblé mettre à demi-mot des réserves sur sa collaboration avec son collègue. J'ai fait attention dans ma manière de travailler avec lui, par exemple à toujours garder les cassettes avec moi. Publiquement, elle en restera à cette phrase sibylline. Mais pour elle, elle est persuadée que Mohamed Sifawi a tenu informer les services de l'État de l'avancement de leur enquête. Quelques jours avant la diffusion du documentaire, elle reçoit un coup de fil des policiers du Quai d'Orfèvre l'invitant à venir les voir. Elle découvre qu'ils connaissent les moindres détails des entretiens réalisés. En parallèle de ses activités, Sifawi travaillait-il avec la police française? Patron de la crime à l'époque, Frédéric Pechnard ne le confirme pas mais ne l'exclut pas. À ma connaissance, jamais M. Sifawi ne nous a donné d'informations, mais il se disait qu'il en donnait au RG. Je ne sais pas si c'était vrai. Quoi qu'il en soit, Florence Bouquilla et Mohamed Sifawi ne se parleront plus jamais. Les polémiques se suivent mais ne se ressemblent pas, alors cette histoire elle est géniale. 4 ans plus tard, en marge de son enquête, j'ai infiltré le milieu asiatique, publié au Cherche Midi, qui a aussi fait l'objet d'un documentaire diffusé sur TF1. Mohamed Sifawi est d'abord accusé d'avoir tenu des propos racistes, en déclarant que, ouvrez les guillemets, la majorité des Asiatiques que j'ai fréquentés n'a absolument rien à foutre de la communauté nationale, ils sont là pour gagner de l'argent. Mais surtout, le journaliste a confié à la police avoir recueilli pendant son enquête des informations décisives selon lesquelles le corps d'Estelle Mouzin, fillette disparue en 2003, se trouverait sous un restaurant chinois. Garde à vue de 10 personnes, démolition du sol du restaurant, découverte d'ossements d'animaux, la piste se révèle un tuyau percé. Ce genre de mésaventure aurait dû ruiner la crédibilité de n'importe quel journaliste, mais pas celle de Mohamed Sifawi, car l'homme sait rebondir, grâce notamment au soutien de l'essayiste Caroline Fourest. Il va vite se constituer un réseau d'amitié et de fidélité puissant. De gauche, mais d'une gauche très à cheval sur la laïcité, hostile par principe au port du voile et très en soutien d'Israël. Philippe Val, patron de Charlie Hebdo, France Inter à l'ex-premier ministre Manuel Valls, en passant par l'ancien leader des SOS Racisme, Malek Bouti. Tous ont refusé de répondre à nos questions, sauf Bernard-Henri Lévy. Il se souvient d'avoir découvert Mohamed Sifawi à la télévision en 2003, une sorte d'apparition. J'ai rêvé toute ma vie de trouver des ponts vivants entre le monde musulman et le monde juif. C'est tellement important, un musulman qui de l'intérieur condamne l'islamisme radical et l'antisémitisme et promeut la fraternité avec les juifs. Mohamed fait partie des grandes voix qui expriment cela, et il n'y en a pas beaucoup. Alors, Cladmi qui nous demande d'ossements ou juste des os qui viennent de la viande qui est cuisinée. Alors, dans mes souvenirs, c'était des ossements d'animaux qui étaient enterrés là, qui avaient été enterrés là à la va-vite. Des animaux morts, quoi. Donc vraiment, rien à voir avec l'affaire Estelle Mouzin. Donc, multipliant les formules parfois blessantes pour ne pas dire insultantes envers la communauté musulmane, Mohamed Sifawi va occuper cette case, il parle fort et de façon péremptoire. Salut Maxi Gauche.
Il fait partie de ces gens qui, par ignorance ou intérêt, ont fait de l'islam un sujet noir ou blanc. Il a pris la place du musulman qui dit du mal de l'islam car il a bien vu que c'était vendeur, dénonce Hakim El-Karoui, essayiste, chercheur associé à l'Institut Montaigne et auteur d'un rapport sur l'islam de France. Ça ne l'empêche pas d'intégrer le bureau national de SOS Racisme entre 2009 et 2012, puis celui de la LICRA en 2016. Dominique Sopo, président de SOS Racisme, le défend encore aujourd'hui. Même si ses analyses sont un peu mécaniques, il connaissait très bien le sujet. Ce n'est pas l'escroc intellectuel que ses détracteurs veulent dénoncer. J'avance un peu. Il faut parfois nuancer ce que dit Mohamed Sifawi en public, y compris devant les sénateurs. Il a déclaré « Tous ceux qui défendent la République et la laïcité sont mes copains. Ce serait trop simple, car l'homme a un immense talent pour se faire des ennemis, y compris avec des gens censés défendre les mêmes idées que lui. » Le 18 novembre 2015, il est en plateau sur France 2 pour une émission spéciale sur les attentats du Bataclan lorsqu'il se lance de façon aussi soudaine que brutale dans une diatribe contre Latifa Ibn Ziaten, la mère d'un militaire assassiné par Mohamed Merah en 2012, qui depuis s'est engagé dans un travail de sensibilisation dans les écoles contre tous les fanatismes. Je vous mets la vidéo, parce que, si vous ne l'avez jamais vue, ça vaut le détour quand même. Ce qui veut qu'on dise à négocier en quelque sorte les gouvernements, pas ce gouvernement français, mais donc là on est 3 jours après les attentats de 2015 de tous les gouvernements à négocier à minima. Et on le voit par exemple en Grande-Bretagne, on le voit dans plusieurs pays qui ont choisi la voie du communautarisme. Tuez et faites ce que vous voulez. En définitive, mais c'est ce qu'ont essayé de faire les Belges. Moi je suis par exemple... Hop. Alors, je le dis franchement, je suis quand même assez étonné dans un pays où on a compris qu'il y avait une guerre idéologique à mener, avec tout le respect que je dois à toutes les victimes du terrorisme et à leurs familles. Je suis étonné quand même qu'on honore à ce point une femme qui a perdu son fils, mais qui porte le voile par ailleurs pour aller dire partout. C'est un autre débat. Oui, mais c'est un débat important. Je sais qu'on sacralise dans ce pays la victime. Je sais qu'on sacralise la victime dans ce pays, et c'est une vieille tradition, c'est très bien. Mais il y a des limites. C'est-à-dire, il faut chercher aussi un peu de cohérence. Ce n'est pas parce qu'une personne perd son fils, il y en a beaucoup, des centaines de personnes, qu'on va la sortir de ses fourneaux pour en faire une égérie de la lutte. Elle fait la tournée des établissements scolaires pour essayer de faire de la pédagogie auprès des jeunes. C'est un avis très personnel, Mohamed. Non, c'est un avis, bien sûr, c'est un avis personnel qui n'engage pas France Télévisions, évidemment, mais je tenais quand même à l'exprimer. Cette incohérence qui veut qu'on dise à des petites jeunes filles que le voile sannit la féminité et qu'on leur introduise une personne voilée qui va leur enseigner les valeurs de la République. Encore une fois, je trouve juste que c'est quelque peu dommageable. Cet avis n'est pas partagé par tout le monde. Un mot mais bien sûr. Merci Mohamed. Un mot de la... Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est le malaise de Julien Bugier, qui sent bien que c'était en train de déraper et qui essaye de contrôler la parole de Sifawi, mais évidemment, c'est un peu compliqué. Voilà, donc, je reprends ma lecture. Sachant que donc, comme le rappelle Le Monde, il y a ce passage sur France 2 en 2015, et 3 ans plus tard, le 12 février 2018, il récidive encore plus violent. 2 points, ouvrez les guillemets. Le voile qu'elle porte est porté par l'idéologie qui a tué son propre fils. Salut Twin World, pardon, bienvenue dans ce chat. Sachant que Latifa Ibn Ziaten l'a attaqué en justice pour ses propos, et elle dit donc dans le papier du Monde: je suis sorti du tribunal en pleurant, il n'a même pas fait l'effort de s'excuser, franchement je n'ai rien compris. Mohamed Sifawi est finalement relaxé. Cette affaire de Latifa l'a rendu fou, décrypte un ancien ami. Pour lui, c'était insupportable que cette mère en deuil incarne ce qu'il est censé incarner, la vraie victime de l'islamisme politique. En tant que victime, il considère que tout le monde a une dette envers lui. Même avec le printemps républicain, ce mouvement fondé en 2016 sur l'idée d'une laïcité de combat, il va réussir à se brouiller de façon incompréhensible. Une vieille amie explique que c'est toujours compliqué de bosser avec Mohamed, je pense qu'il a un comportement autodestructeur lié à son syndrome post-traumatique. Le fait d'être tout le temps en bataille depuis l'attentat d'Alger contre son journal, il ne parle que de salafisme du matin au soir.
Quand on a atteint ce niveau de menace, d'emmerde, de polémique, ça rend à fleur de peau. Salut Brutos. L'ancien président de la LICRA, Alain Jakubowicz, reconnaît bien volontiers que Mohamed Sifawi, appelé en 2016 au sein du bureau de l'association, n'est pas un partenaire facile. Ce n'est pas toujours un homme de dialogue, pour lui sa position est non négociable. Là encore, le compagnonnage avec la LICRA se termine dans le drame en septembre 2017 avec un communiqué de presse rageur. Je trouvais que l'histoire de Mohamed était une belle histoire personnelle, poursuit Jakubowicz. On a toujours considéré que ce qu'il avait vécu, ses combats, expliquaient, ne justifiaient pas forcément, mais expliquaient ses outrances. Salut Orenspeak. De l'aveu de ses proches, les attentats de 2015 ne lui ont pas fait du bien. Ce qu'il pressentait et redoutait presque seul depuis plus de 10 ans est advenu. Consacré par le « je vous l'avais bien dit », il s'est radicalisé dans ses positions, révèle Jean-François Kahn, qui nuance « il a eu jusqu'au bout le mérite de ne pas basculer à droite ». L'islamisme n'a jamais autant tué en France et Mohamed Sifawi veut plus que jamais faire feu de tout bois. Il mobilise ses amis, active ses réseaux. Au printemps 2015, il annonce créer l'association 11 janvier pour lutter contre les fanatismes religieux et l'extrême droite. En mai, une assemblée générale à Paris réunit une 50aine de membres fondateurs, dont les essayistes Raphaël Glucksmann et Fiammetta Wener, qui est aussi la compagne de Caroline Forest, Rudi Reichstadt, qui a fondé Conspiracy Watch, ou encore le directeur de l'Association française des victimes de terrorisme, la FVT, Guillaume Denoy de Saint-Marc. Les statuts sont déposés, l'adhésion est fixée à 50 €. Il promet des embauches, mais l'ambitieux projet fait long feu. Guillaume Denoy de Saint-Marc résume aujourd'hui « Il y a eu des prémices, mais ça a fait pchit. Aucun des interlocuteurs sollicités par M n'a été en mesure de dire combien d'argent avait été récolté par l'association 11 janvier, encore moins à quoi il a pu servir. » Après 2015, la petite association croule sous les demandes et voit ses subventions grimper. Dès avril 2015, le journaliste est embauché. Guillaume de Saint-Marc nous dit qu'il est extraordinaire, qu'il a un carnet d'adresses et va nous aider, nous conseiller, se remémore un administrateur. Donc ça c'est l'AFVT, l'Association française des victimes de terrorisme. Après une première prolongation de contrat, Mohamed Sifawi signe un CDI, 32 heures par semaine pour 2250 € brut. Pour quelle mission effectuer? Difficile à dire. Il y a certes 4 sessions de prévention de la radicalisation auprès d'élus et de cadres municipaux à Sarcelles en février et mars 2016, facturées 25 000 € par l'AFVT. Pour le reste, l'apport de Sifawi dans l'association reste très mystérieux et peu transparent selon un administrateur. En 2017, le conseil d'administration de l'AFVT s'interroge sur la réalité de son travail. Une majorité des membres souhaite son départ. La rupture conventionnelle est signée en mars 2018. Sifawi collectionne alors les projets aussi ambitieux que fugaces. Janvier 2018, il lance la revue Contre-terrorisme, conçue comme un trimestriel. Le juge d'instruction Marc Trévidic ou l'historienne Jacqueline Chabi font partie des contributeurs bénévoles. Avec quelques douzaines d'autres personnalités, ils ont mis quelques centaines d'euros pour aider à la création d'une société éditrice, mais après 2 numéros, le magazine s'arrête sans aucune explication. Les abonnés, Mohamed Sifawi en revendiquait 1500, en sont pour leurs frais. Tout comme ceux de la chaîne web Islamoscope TV lancée par le journalisme à l'été 2020 et qui diffusait contre un abonnement mensuel de 4,99 € du contenu exclusif et des grands entretiens sur l'islam politique et le terrorisme, une promesse qui ne dure que quelques mois. Puisqu'aucun de ces projets ne décolle, Sifawi va cumuler les missions. Entre fin 2020 et 2022, il signe un premier contrat de consultant, 40 000 € avec le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation qui dépend en partie de Beauvau et dont il connaît bien le nouveau secrétaire général, Christian Gravel, un intime de Manuel Valls. Et quand Marlène Schiappa a l'idée de lancer son fonds Marianne, son cabinet se tourne vers Mohamed Sifawi que la ministre connaît. Par l'intermédiaire de l'USEPPM, dont il est devenu administrateur, il recevra environ 60 000 €. La grande phrase de Sifawi, c'était « Il faut mutualiser les sources de revenus », se remémore Raphaël Saint-Vincent, formateur en close combat qu'il a fait rentrer à l'USEPPM avant de s'en mordre les doigts. Alors Sifawi mutualise, y compris sur des terrains improbables. Il est un temps salarié de la société de maroquinerie de luxe de Cyril Carunagaran, un étrange touche-à-tout par ailleurs président de l'USEPPM. Comme si ça ne suffisait pas, il rédige une dizaine d'articles pour le JDD, puis entre novembre 2021 et mai 2022, une dizaine d'autres pour l'hebdomadaire Franc-Tireur dirigé par Caroline Forest. Quitte à se retrouver parfois en situation de potentiel conflit d'intérêts avec sa principale source de revenus, le ministère de l'Intérieur.
Il dira au sénateur « Je n'ai jamais cru que des gens de mon profil puissent se suffire des 35 heures ». Dans cette course au contrat, l'été 2002 marque une accalmie, mais dès octobre, une opportunité inattendue et lucrative se présente. « Je range ma carte de presse », annonce alors Sifawi, façon de parler, lui qui n'a jamais eu de carte de journaliste professionnel. Il devient à la surprise générale directeur de la communication du club de football d'Angers. Alors dernier de Ligue 1, loin, très loin de ses terrains habituels. En quelques semaines et à coups de phrases choc, il réussit à se mettre à dos supporters et joueurs. Les journalistes aussi, à qui il reproche dans des textos insultants leur flatulence médiatique. Il n'avait ni les codes de la communication ni ceux du football, résume le correspondant de l'équipe, cible du Kourou du DIRCOM. L'erreur de casting, environ 7 000 € par mois, prendra fin en avril. L'argent tout autant que les idées, voilà peut-être l'un des fils rouges de Mohamed Sifawi. Il a donné l'impression de courir après toute sa vie. À RSF, il y a 20 ans, ils sont plusieurs à lui avoir prêté quelques centaines d'euros sans en revoir la couleur. Depuis, les anecdotes de généreux déçus se sont accumulées. Un jour, au tournant des années 2010, c'est un dirigeant associatif qui envoie plusieurs fois son RIB dans l'espoir de récupérer les 1850 € prêtés en vain. Une autre fois, c'est une avocate parisienne qui fait un scandale en demandant son dû. Je ne veux pas accabler Mohamed, mais je connais plusieurs amis communs et il nous a tapé un peu de pognon, résume un autre avocat qui lui a prêté des milliers d'euros. Sans rancune, pour les gens à qui il s'est adressé, l'argent n'est pas un sujet majeur. Devant les sénateurs, le 15 juin, Mohamed Sifawi ne s'est pas étendu sur les questions pécuniaires, il a souligné qu'il n'est pas un rentier, avant d'ajouter « Je suis un père de famille avec des enfants à élever, il me faut gagner ma vie, mais pas pour un enrichissement personnel, cela n'a jamais été ma quête d'existence ». Dans leur rapport, les sénateurs se sont tout de même étonnés de son niveau de rémunération, et l'inspection générale de l'administration, elle, a demandé le remboursement de près de la moitié de la subvention publique. Voilà pour ce très long papier du Monde dont je vous mets le lien ici. Papier très intéressant, alors qui ne va pas en profondeur dans l'idéologie que défend Mohamed Sifawi dans ses prises de position politique. Mais finalement, qui à la fin, je sais plus, quelqu'un dans le chat disait, je sais pas si c'est la façon dont tu lis ou si c'est la façon dont c'est écrit, mais en tout cas on n'a pas envie de le connaître. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas l'impression qu'on avait dès le titre avec Intrigant et dès le chapeau avec un personnage clivant et intéressé se confirme à la fin de l'article. Donc c'est sûr qu'à la fin on n'a pas hyper confiance en Mohamed Sifawi. Ce qui est incompréhensible, c'est qu'il se brouille avec tout le monde mais continue de cultiver un réseau impressionnant. Oui, c'est vrai. Pas eu de réaction de l'intéressé, non pas que je sache, mais alors vraiment Mohamed Sifawi ne répond plus à la presse. En tout cas, pas en on, ou très peu. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il survole un peu l'histoire du... Je lis vos messages. Il survole un peu l'histoire du club de foot d'Angers. Mais alors, tous les journalistes qui ont travaillé avec lui, enfin en tout cas qui étaient en rapport avec lui pour leur travail, de journalistes sportifs, diront que c'était géré de façon catastrophique, quoi. C'était des insultes, jamais de réponse aux questions, enfin bref. Tout de suite, il est entré en combat contre la presse à Angers, apparemment. Alors, Mathéus, salut. Bonjour, la matinale d'Asie, c'est une nouvelle émission, c'est tous les jours. Oui, c'est tous les jours du lundi au jeudi à 7h15 en direct sur Twitch. Et on est 1h30 ensemble à peu près, jusqu'à 9h moins le quart. Sachant qu'on va faire jusqu'à la fin du mois de juillet. Ensuite, il y aura des congés en août et ensuite on reprendra à la rentrée. Sous cette forme ou sous une autre, on réfléchit, mais en tout cas, voilà. Et sans doute que la semaine prochaine aussi, je vous poserai quelques questions pour savoir ce que vous pensez du format, comment il faudrait l'améliorer, peut-être le modifier, etc. Mais on en discutera de tout ça ensemble.
parce que c'est vous qui savez, après tout, c'est vous qui êtes là tous les jours. Donc vous avez probablement un avis sur tout ça. Plus de sponsors Cochonou. Très bien, bah c'est noté, écoutez, franchement... C'est noté. Alors évidemment, pour ceux qui ne connaîtraient pas Arrêt sur Image, je plaisante, il n'y a pas de sponsor Cochonou. Hein. On soit bien d'accord. Arrêt sur Image, il y a 0 pub, 0 subvention. Donc évidemment, pas de sponsor Cochonou non plus. Les gars, là, on a mangé 1 giga. On veut Adèle le vendredi et le week-end. Oula. Ça va être compliqué de la convaincre, je pense. Mais on va essayer. Plus d'intervention d'Adèle. Ah bah... On peut. Ça fait beaucoup de taf de préparation en plus. Oui, c'est pas mal de boulot, hein. Mais après, moi, j'adore le faire. J'adore être avec vous tous les matins. J'adore qu'on discute ensemble. J'adore tout ça. Donc, vraiment... Donc c'est du taf, mais du bon taf, on va dire. Mais c'est vrai qu'il faut aussi que je garde un peu de ma santé physique, puisque je fais des longues journées derrière, donc voilà. C'est pour ça que déjà on le fait pas le vendredi, parce que ça me fait un petit jour de repos. 0 pub, dit-il, après avoir parlé de 45 minutes de Cochonou. Moi j'ai parlé de Cochonou, je m'en souviens aucun souvenir de ça. Vous n'avez pas de preuve. Allez les amis, je vous laisse, et alors je vous propose qu'on aille voir tous ensemble Vulga Droit, qui fait des chats d'actualité juridique, ce qui est intéressant. J'aurais pu le faire il y a quelques temps, parce que j'ai fait du droit dans ma prime jeunesse, mais honnêtement, je n'ai pas le niveau. Donc, je vous laisse avec Vulga Droit, si ça vous dit, allez lui faire un petit coucou. Je pense qu'il sera ravi. Brocoli, si c'est fatigant, faut pas hésiter à diminuer le rythme. On verra. On n'en est pas encore là, mais on verra à la rentrée, puis on en discutera tous ensemble la semaine prochaine. Ou à la fin de juillet. Et alors rappelez-vous que cette semaine je ne suis là, il y aura une matinale demain, mais ensuite il n'y a plus de matinale parce que j'ai un mariage, voilà, si vous savez tout. Donc on se retrouve demain matin et ensuite on se retrouvera lundi prochain. Je vous envoie chez Vulga Droit, merci à toutes et à tous d'être venus, on était nombreux aujourd'hui, ça fait hyper plaisir. J'espère que pour les nouveaux, parce qu'il y en a forcément, ça vous a plu. Rendez-vous demain, même jour, même lieu, pardon, même heure, 7h15, je vais y arriver. À demain, et soyez polis avec Vulga Droit, soyez sympas. Ciao, ciao!